Bonjour, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Aujourd'hui, je vous propose un petit podcast autour d'une question qui se pose assez souvent. Est-il nécessaire de louer une voiture quand on séjourne à Dubrovnik? Le choix de la ville de Dubrovnik est toujours problématique parce que cette ville-là est très chère à tous les niveaux. Donc déjà qu'on paie plus cher les hébergements et que les prix des parkings peuvent atteindre jusqu'à 11 euros par heure, que les parkings moins chers sont pris d'assaut par les touristes, surtout en été, vous allez avoir la question vraiment de la problématique de la voiture. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est de pouvoir avoir un parking privé ou un parking inclus dans son hébergement, mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Et de toute façon, ça aurait aussi un coût. Donc, pour régler la question de la voiture, il faut déjà réfléchir à son projet. Pour beaucoup de voyageurs, en fait, il y a les impressions, les intentions et pas toujours la faisabilité en ayant vérifié les liaisons de bus, par exemple, qui sont disponibles. Alors, je pense que c'est assez fréquent que les voyageurs s'en tiennent à leur impression parce que ça les arrange aussi de croire que c'est facile de se déplacer à Dubrovnik. Alors, en réalité, c'est pas difficile, mais ce n'est pas aussi pratique qu'on l'imagine. Dubrovnik est quand même la ville très excentrée, qui est isolée finalement de tout, hein. Déjà, les environs, il y a très peu de choses. En plus, qu'on se le dise ou pas, c'est pas parce qu'une destination est extrêmement touristique en été que ça va être pratique de se déplacer. Et ensuite, quand on regarde les liaisons, on se rend compte que tout va dépendre de ce qu'on a l'intention ou pas de faire. Et forcément, ça va permettre de structurer son voyage. Beaucoup aussi ont l'intention de faire des excursions à la journée au Monténégro ou jusqu'à Mostar. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que la frontière du Monténégro reste toujours très embouteillée en été. Donc, si votre intention est d'aller au Monténégro en excursion à la journée, c'est pas forcément un très bon plan, à moins de se lever à 5 heures du matin pour éviter les passages de frontières à partir de 7 heures, 7h30. Quand même très matinal, mais au moins ça garantit un passage assez calme. Ensuite, vous allez devoir rentrer aussi très tard, car jusqu'à 21 heures, 22 heures, ça peut vraiment être embouteillé. Il faut bien se représenter que beaucoup d'Albanais, par exemple, reviennent dans leur pays pour les vacances d'été et vont passer par la route. Ils empruntent cette frontière, hein, ou les frontières alternatives de Bosnie-Herzégovine parfois, mais dans tous les cas, les passages de frontières sont compliqués en été. Donc l'idée d'une excursion à la journée, ça reste quand même un plan moyen, surtout si on a l'occasion de pouvoir séjourner, au moins passer une nuit au Monténégro. Ça facilitera au moins la découverte parce que sinon, la journée, vous allez vraiment passer quelques heures, ça ne suffit pas pour découvrir les Bouches de Côte-d'Or. Si vous y allez en bus, vous allez vous rendre compte que les horaires sont extrêmement limités. Vous n'allez pas arriver avant 11 heures au midi à Côte-d'Or même et vous repartirez vers 16 heures. Donc vous n'avez pas le temps de voir autre chose que la ville de Côte-d'Or. Et à partir de là, ça relativise quand même beaucoup les Bouches puisque c'est un ensemble à découvrir. Vous n'avez même pas le temps de louer un scooter pour aller faire le tour des Bouches parce que le temps de trouver le scooter, de faire le contrat et de prendre le scooter, vous n'aurez même pas vu Côte-d'Or. C'est bon, pas pertinent. Si vous choisissez l'option d'une excursion organisée, sachez que ce sont des excursions très formatées, mais qui souvent ne sont disponibles qu'en été, puisqu'il faut beaucoup de tourisme pour les rentabiliser, puisqu'elles ne sont pas très onéreuses. Ça signifie que hors saison, elles ne sont pas toujours disponibles. Et si vous prenez une excursion privée, on est dans une fourchette de 250 à 400 euros depuis Dubrovnik. Donc, ce n'est pas un budget anodin qui signifie que si vous avez l'occasion de louer une voiture, que vous êtes très matinal et que vous aimez justement vadrouiller, rien ne vaudra ces conditions-là pour découvrir une destination comme les Bouches de Côte-d'Or, surtout en été. Hors saison, il n'y a pas de tourisme ni de problème de frontières, donc ça change quand même la donne, ce qui ne signifie pas que ce soit pertinent de loger à Dubrovnik pendant tout un séjour, alors qu'on aurait peut-être l'occasion de loger ailleurs, déjà de découvrir autre chose, et surtout de ne pas faire des allers-retours permanents, parce que ça ne semble pas, mais 2h30 aller, 2h30 retour, dans le meilleur des cas, ça reste quand même une longue route. Ce n'est pas parce que les kilomètres semblent assez réduits que le temps de parcours de la route va être rapide. Voilà déjà pour cette information. C'est un peu la même chose pour la découverte de Mostar. C'est une ville qui est très jolie, mais heureusement, elle ne résume pas elle seule la région d'Herzégovine. Et la différence entre le fait de louer une voiture et de pouvoir partir tranquillement depuis Trévigné
par l'intérieur des terres jusqu'à Stolac, puis ensuite aller découvrir la ville de Mostar, les environs, Pochicai et Blagaj, qui sont des sites vraiment superbes, et peut-être terminer la journée par un bain dans les chutes de Kravice, c'est quand même autre chose que de prendre une excursion organisée qui va vous amener simplement dans la ville de Mostar avec un guide qui va vous raconter sûrement des banalités, comme c'est souvent le cas, hélas, dans les excursions formatées, alors qu'il aurait été aussi simple de prendre votre voiture. Et si vous voulez un guide, c'est des visites très peu chères à Mostar qui vous permettront d'avoir un accompagnement avec une personne qui au moins sait de quoi elle parle, parce qu'elle vient de la ville et qu'elle la connaît, ce qui n'est pas toujours le cas des guides et des excursions formatées qu'on trouve sur Viator et Get Your Guide. Et Dieu sait que ça peut être important quand même si on choisit ce genre de prestations. Il faut avoir conscience que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, bien que le prix semble très attractif. Donc, il faut mesurer un peu tout ça. Pour les destinations à l'intérieur de la Croatie, la question se pose aussi pour voir un peu la faisabilité de votre projet, parce que ce qui semble pertinent sur le papier ne va pas l'être toujours dans le réel. Quand on veut découvrir, par exemple, Millet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit la beauté du parc, toutes les activités, toutes les balades, les baignades éventuelles, le fait de pouvoir parcourir à vélo, vous vous doutez bien qu'on ne fait pas ça en quelques heures. Or, quand on décide d'aller à Millet à la journée, ce n'est pas une journée du tout sur l'île, c'est quelques heures, c'est 4 à 5 heures, ce qui ne permet pas d'avoir un aperçu satisfaisant. C'est toujours mieux que de ne pas l'avoir du tout. Mais encore une fois, on devrait réfléchir parce que le fait de se poser dans un lieu comme Dubrovnik, c'est être sûr qu'on est loin de tout, même si ça semble au centre. D'abord parce que les temps pour s'y rendre sont assez longs. Il faut environ 2h30 à 3 heures pour rejoindre Korčula. Il faut également 2h30 pour à Mostar et pour les Bouches de Kotor. Et si vous allez sur Millet, comme il n'y a pas de liaison qui va directement à l'entrée du parc, ça signifie qu'on n'arrive pas avant 11 heures à l'entrée et que le temps de s'organiser, de louer les vélos par exemple, et de devoir repartir vers 17 heures, ça laissera vraiment peu de temps pour profiter du parc. Est-ce que ce n'est pas dommage? C'est à vous de répondre à la question. Alors bien sûr, vous pouvez m'expliquer que faire le tour des lacs vous suffit et vous avez sûrement raison si c'est ce que vous avez l'intention de faire. Les 4 ou 5 heures seront suffisantes. Vous n'aurez pas le temps de faire beaucoup plus qu'une baignade et quelques balades, mais c'est déjà bien. En revanche, si vous avez envie de découvrir ce qu'est l'île, c'est sûr que ce n'est pas la bonne solution. De la même manière, pour aller à Korčula, il y a une grande différence entre aller à Korčula pour visiter la ville et découvrir l'île de Korčula. Depuis Dubrovnik, ce n'est pas un bon plan d'aller à Korčula la journée. Vous êtes déjà à plus de 2h30, même s'il y a beaucoup de liaisons de car ferry entre Orebić et Korčula. Donc ça, on peut y aller, hein, mais on ne va pas pouvoir apprécier sa journée avec plus de 5 heures de route. Donc ça, c'est aussi un raisonnement à mener, parce que puisque vous êtes basé à Dubrovnik, il faut bien compter l'aller et le retour. Est-ce qu'il est possible donc sur une semaine de prévoir plusieurs hébergements? Est-ce que c'est souhaitable, de mon point de vue? Ça l'est. Pour pouvoir organiser un séjour reposant, il faut savoir ne pas rayonner depuis un seul point et aller toujours assez loin, en tout cas à des destinations qui nous semblent à proximité, mais qui en réalité, dans le concret, sur le terrain, ne le sont pas. Parce qu'en été, par exemple, il y a du monde aux frontières pour aller en Bosnie comme au Monténégro. De la même manière, vous allez avoir de la fréquentation sur la route, donc on ne roule pas vite, on ne roule pas plus de 50 km à l'heure, maxi 60 dans les meilleurs cas. Donc, il faut quand même prendre ça en considération. Vous allez vous rendre compte que rayonner depuis Dubrovnik est fatigant. Quand on veut découvrir la zone de Dubrovnik, il faut savoir rester autour, mais vraiment dans les environs immédiats. Presno, Savtat, Mini. On pourra peut-être compter sur le bus et découvrir ces environs-là, aller dans le Konavle, à Gruda, Chilipi, pour voir un peu comment est l'arrière-pays. On pourra aller sur les îles Elafite en excursion à la journée, peut-être même d'ailleurs consacrer une journée par île, hein, pourquoi pas. On pourra également se rendre sur l'île de Lokrum, mais ça, c'est très raisonnable et ça permet de ne pas avoir de voiture de location pendant l'ensemble de son séjour et de faire donc des économies significatives. Dès qu'on veut élargir et aller dans le reste de la zone, y compris la presqu'île de Pelješac,
rien ne vaudra une voiture, tout simplement parce que quand vous regarderez les liaisons même de bus, vous vous rendez compte que c'est bien facile d'aller, de Dubrovnik à Ston, mais après à Ston, qu'est-ce que vous allez faire? Les bus sont loin d'être aussi nombreux pour traverser la presqu'île et pour aller jusqu'à Orry Beach, ou jusqu'à Trépane. Donc aller dans une destination avec un bus, c'est pratique, mais si on veut sillonner une zone dans une journée avec le bus, c'est déjà beaucoup moins réaliste. C'est à vous donc d'évaluer si c'est pertinent ou pas et si vous avez des objectifs clairs que vous avez définis et pour lesquels vous allez mettre en évidence les objectifs, le temps dont vous disposez et le temps réel que vous aurez sur place parce que c'est ce qu'il faut évaluer. On ne passe jamais une journée dans un endroit, on ne passera jamais que quelques heures de la journée. Ça fait quand même une grande différence, surtout pour les Bouches de Côte-d'Or, puisqu'on peut passer quelques heures sans problème et ne voir que la ville de Côte-d'Or, mais les Bouches elles-mêmes regorgent de sites à découvrir. Vous ne le ferez pas avec une excursion organisée puisqu'ils ont des programmes extrêmement denses. Tout est vraiment organisé quasiment à la minute et ça explique aussi pourquoi quand on veut découvrir en itinérant, on a quand même un confort différent et si on a préparé son voyage, on peut justement aller dans d'autres lieux et découvrir bien mieux que ne le proposeraient les excursions de ce type, qui chiffrent aussi, parce que vous voulez peut-être économiser une location de voiture, mais si vous avez, 75 à 100 € à payer pour une excursion, ça ne va pas être forcément plus économique du moment qu'on est plusieurs personnes. À vous de voir donc ce qui est le plus pertinent pour vous. Je vous propose aussi, au cas où, une autre alternative auquel on ne pense pas, mais qui est développée surtout du côté de la Bosnie-Herzégovine, où les gens sont très, très en peine pour survivre, parce qu'il n'y a pas l'attractivité économique de ces destinations que sont la Croatie ou les Bouches de Kotor. Donc, il y a pas mal de Bosniens qui proposent des services de chauffeurs et qui peuvent vous amener soit dans leur région, hein, donc eux, ils la connaissent par cœur, donc pour rouler, il n'y a pas de souci parce qu'ils connaissent parfaitement les routes. Ils vont avoir une conduite sécure tout en ayant une bonne connaissance des lieux que vous devriez voir. Donc, leur accompagnement vous permettra d'aller dans les lieux les plus intéressants, tout en profitant justement des compétences de quelqu'un qui connaît et pas simplement un guide qui est payé pendant la saison pour agrémenter un peu les groupes qui, de toute façon, n'ont pas forcément d'attente très intéressante. Donc, si ça vous dit, vous pouvez aussi, pour ne pas avoir à louer une voiture et pour ne pas utiliser les services classiques des excursions, prendre un chauffeur. C'est privé ou c'est partagé si c'est possible, mais c'est rarement évident de partager en été parce que les gens aiment leur confort, donc ils aiment bien un guide privé. Sachez que si vous réfléchissez, vous verrez, vous pouvez demander un devis à l'un des guides et chauffeurs que je conseille, qui est anglophone, pas francophone malheureusement. Et vous verrez que le budget est à peu près le même entre une personne qui vous fait une visite avec tout le respect des règles, et puis lui-même, il passe les frontières dans les endroits stratégiques pour ne pas subir l'attente, parce que sinon, ça ne serait pas drôle. Et en fait, vous allez profiter de l'expertise des gens locaux et surtout, vous allez soutenir leur activité également. Donc, si vous avez envie de contacter un chauffeur pour avoir au moins une idée du budget à prévoir, je vous propose de contacter Elvis, qui est une personne extrêmement réactive, extrêmement disponible, qui a le mérite en plus de toujours s'adapter. Il a beaucoup de souplesse et il est conscient des attentes des visiteurs. Donc, comme il a l'habitude de rouler non-stop pendant la saison touristique, il sait très bien quels sont les lieux stratégiques où vous amener. Et finalement, si vous voulez vous en remettre à quelqu'un et que vous êtes anglophone, ça serait idéal, hein, vous allez pouvoir bénéficier d'un vrai service avec quelqu'un qui connaît très, très bien tout ce qu'il va vous montrer et qui va d'ailleurs vous raconter un peu quelle est la vie dans son pays, la Bosnie-Herzégovine par exemple, mais aussi un peu au Monténégro puisqu'il connaît aussi très bien et vous allez voir que ça fait toute la différence. Donc je vais vous montrer en partage d'écran les informations pour contacter Elvis, sachant que c'est une personne qui est vraiment très soucieuse de respecter les rythmes
Donc quand on lui demande une visite, il va s'adapter vraiment à vous et va pas vous expédier parce qu'il faut aller vite, parce qu'il y a pas le choix. Donc voici, son adresse que je vous, conseille de contacter pour que vous ayez au moins une idée indicative, parce que le prix ne sera pas le même que depuis Dubrovnik, où les services sont souvent 2 fois plus chers et en été même 3 fois plus chers. Parce qu'il y a énormément de demandes, que les gens, qui sont habitués à venir dans cette zone n'ont pas les problèmes de budget que les Français semblent avoir. Donc ils ne sont pas regardants au niveau du budget à investir et finalement ils s'adaptent à ces budgets-là. Français sont beaucoup plus regardants sur les prix qu'ils payent. Et par rapport à ça, c'est sûr que les budgets de Dubrovnik sont très onéreux pour faire des excursions privées. Pour compter, je vous ai dit 350 à 400 euros, parce que vous demandez aussi souvent l'accompagnement d'un guide francophone et que celui-ci se disponibilise pour une journée complète. Une journée complète, c'est quand même 150 à 200 euros, ce qui explique les prix. Donc en plus, avec l'augmentation du frais du carburant et tout ce que vous imaginez par rapport à l'inflation générale, ça explique la montée des prix et ça ne va pas s'améliorer pendant cette année parce que la saison a des prévisions très très bonnes. Donc les agences ont plutôt l'intention de maintenir leurs prix ou de les augmenter plutôt que de les baisser. J'espère vous avoir été utile dans ce salon. N'hésitez pas bien sûr à rejoindre tous les salons que je mets à votre disposition pour évoquer tous les sujets et surtout concrètement vous montrer ou vous démontrer peut-être en quoi mon point de vue peut être discuté et raisonnable parce que justement, quand on regarde de près les maisons, on se rend compte que ce qu'on aimerait pouvoir faire ne correspond pas toujours à ce que la réalité va nous permettre de faire. Et ça, quand on ne connaît pas le pays, c'est difficile de l'anticiper. Quand on le connaît bien, eh ben, on peut prendre en compte ces contraintes et les évaluer à bon escient. Merci pour votre confiance et à très bientôt pour un nouveau salon.